L'actualité de la semaine, Madame, Messieurs, au cœur de votre magazine Info 7. Merci d'être au rendez-vous. Et pour en parler ce jour, nous recevons pour vous un jeune qui est donc à la recherche du bien-être de la population congolaise. Il est donc au cœur même d'une structure nommée Nouvelle Génération pour le Changement. Il est coordonnateur de cette structure. Il s'agit bien de Marche Doché Nsele que nous recevons ce soir pour vous pour décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir et bienvenue. Merci madame. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content de me retrouver sur ce plateau aujourd'hui et partager avec vous ensemble les actualités de la semaine. La Nouvelle Génération pour le Changement, toujours à la recherche du bien-être de la République démocratique du Congo, particulièrement des Congolais. Oui. La Nouvelle Génération, c'est une grande structure qui a pour objectif d'accompagner les chefs de l'État, et surtout dans ces actions qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption, combattre aussi les abus inhérents à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion des valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. Parce que nous nous sommes dit, avec ce que nous avons vécu pendant 18 ans, qu'il fallait bâtir un nouveau Congo, n'est-ce pas, une nouvelle jeunesse, une nouvelle classe politique sur un socle de valeurs bien identifié, parce que nous avons assisté à des personnes qui, en fonction de leur costume et cravate, on pouvait leur faire confiance, mais nous avons assisté à une grande déception. C'est pourquoi aujourd'hui, la nouvelle génération se bat du jour le jour pour accompagner les institutions, être toujours proche de la population, afin que le pouvoir exécute, n'est-ce pas, la volonté du peuple à tout moment. Madame, Monsieur, notre invité Mardoché Nsele est également membre de la société civile. Comment expliquer, vous êtes membre de la société civile, mais entre-temps, vous accompagnez les actions, vous soutenez le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, là, quelque part, il y a une contradiction. Non, pas une contradiction. Accompagner le président de la République, individu, ça pourrait faire mal. Mais accompagner l'institution présidence de la République... Ah là, vous venez de préciser. Non, oui, c'est ça. Là, c'est une précision de taille que vous venez de donner. Oui. Précision de taille, madame, comme vous venez de le dire. Institution président public revêt un caractère de durabilité. C'est-à-dire, Tshisekedi va passer comme Kabila est passé et que l'institution reste. Alors, les objectifs de la nouvelle génération restent liés à l'institution aussi longtemps que durera l'institution. Étant société civile, laisse-moi vous dire une chose, nous ne sommes pas à la solde, n'est-ce pas, des institutions, nous des individus, mais nous sommes à la solde du peuple. Nous sommes là pour prendre le besoin du peuple, le mettre sous table, le mettre à la disposition des décideurs, afin que les besoins soient pris en compte et puis trouver de solutions à celle-ci. Madame, Messieurs, retrouvons à présent le premier dossier bien sûr de la rétrospective de la semaine. Au cours de cette conférence de presse, il était question pour l'équipe de communication du ministère des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication d'éclairer la lanterne au sujet de la suspension du service des registres des appareils mobiles. À en croire Jeff Caleb Obiang, ce service de paiement mobile reste en fonction en RDC. L'équipe de communication du RAM tient à préciser ce qui suit. Le RAM reste pleinement en fonction en République démocratique du Congo. Les projets dérivés du RAM continuent à être développés. L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, l'ARPTC en sigle, a ordonné aux opérateurs télécoms de lever temporairement les blocages des activations des forfaits pour les utilisateurs en défaut de paiement des frais RAM. 4. Le ministère des PTNTIC, l'ARPTC et les autres autorités compétentes travaillent d'arrache-pied pour trouver un dispositif supplémentaire pouvant faciliter le paiement des frais RAM pour les utilisateurs. Ce communicateur du RAM confirme par ailleurs que grâce à ce paiement, l'université de Kinshasa bénéficie déjà d'une connexion Internet gratuite. Grâce à misolo oyo ekouta na service RAM ba projet wana ezali ko continuer lokola wifi gratuit oyo balansaki oyo service ya RAM ministère ya PTNTIC ARPTC balansaki depuis jeudi passé na université ya Kinshasa ezali ko continuer pe na mikolo ezali ko ya bako
installer le Wi-Fi gratuit dans l'espace public. L'équipe de communication du RAM demande aux utilisateurs de ne pas céder à la manipulation ni prêter attention aux messages d'intoxication des ennemis du développement. Ce lundi 10 mai, le secrétariat technique de la riposte de la vaccination du Covid-19 a publié un bulletin sur l'évolution de la ville-province de Kinshasa et du Haut-Katanga. Selon l'équipe de la riposte, plus de 700 112 personnes ont été vaccinées depuis les débuts de cette opération. Les activités se poursuivent dans les différents sites à Kinshasa. Plus de 739 personnes ont pu recevoir le vaccin dans différents sites à Kinshasa et dans le Haut-Katanga, où les 3 sites avertis ont pu recevoir et vacciner 42 personnes. Parmi les sites retenus, l'hôpital HJ a déjà vacciné 300 personnes, suivi de médecins de nuit 101 personnes, la clinique Ngaliema 99 et l'hôpital Saint-Joseph 91 personnes. Le dimanche dernier, 27 nouveaux malades ont été enregistrés après l'analyse de 229 échantillons par les laboratoires de la riposte. Malgré les sites de vaccination installés par la riposte, une faible participation de la population a été constatée. Marc de Chincelier, vous avez suivi là le dossier RAM, mais également le dossier de la vaccination. Nous avions assisté dans la ville-province de Kinshasa, certains mouvements citoyens qui sont donc descendus dans les rues pour dire non au RAM. Vous, en tant que membre de la société civile, comment percevez-vous la taxe RAM? Vous savez, madame, nous devons agir à bon escient, c'est-à-dire en pleine connaissance de cause. Vous savez, le RAM, c'est une taxe. La taxe, c'est une rémunération rendue par un service. Si tu veux jouir d'un service, tu payes cette taxe. Ce sont les services d'État qui font ce travail. Avant d'abord de parler de mouvement citoyen, je voudrais vous dire une chose. Moi, je trouvais beaucoup d'avantages avec RAM. Parce que c'est au profit, n'est-ce pas, du peuple congolais. C'est au profit des institutions. Vous savez que le chef de l'État n'a pas encore beaucoup de temps. Même comme les autres disent que RAM c'est une escroquerie, je ne sais pas quant à eux, peut-être ils auront des arguments, mais à mon humble avis, RAM est très avantageux. Pourquoi? Les sociétés de télécommunications, Vodacom, RTL et que sais-je encore, toutes ces sociétés, la plupart, vous savez, il y a eu des suspicions. Les gens disaient que l'argent de ces sociétés n'était pas du tout bien canalisé dans le compte du trésor. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, RAM nous permet, comme je venais de les discuter quelque part, d'identifier d'abord les vrais nombres d'abonnés de ces sociétés de télécommunications. C'est un avantage. Donc là, c'est un avantage. Un avantage. Parce que RAM a les possibilités de mettre un dispositif informatique pour identifier seul, n'est-ce pas, les personnes. Mais il fallait le faire parce que c'est aussi un avantage pour permettre à l'État, n'est-ce pas, ou soit au service des finances de comprendre combien Vodacom, RTL, s'il faut citer leur nom, ont d'abonnés. Ça va permettre à accroître, n'est-ce pas, avoir clair sur ce qu'ils payent comme taxe. Et le deuxième élément, ce que RAM n'a pas, je ne sais pas moi, je n'ai pas vu une lettre ou les modalités de paiement de la taxe. Que si dans le point de presse, on a déterminé comment est-ce que cela se fait. Je donne l'exemple. RAM vous fait payer par exemple 7 $ par an parce que la taxe elle est annuelle. Malheureusement, certaines personnes ont perdu des unités, ils ont perdu cela en un clin d'œil. Unités. Vous savez, madame, beaucoup d'unités sont parties comme ça. Oui, à mon avis, ça engage que moi. C'est pas une escroquerie quelque part. Ce n'est pas une escroquerie. Regarde ce que les Congolais ont vécu. Moi, je n'ai pas vu RAM demander à Vodacom, n'est-ce pas, de couper 200 unités, 300, et d'abord, il n'y a pas enchaînement logique, n'est-ce pas, en ce qui concerne la coupure de cet argent ou de ces unités. Mais moi, j'ai compris que c'est quelque part un acharnement, un sabotage de la part des sociétés de communication par le fait qu'ils veulent étouffer cette initiative. Est-ce que vous êtes en train de dire que les sociétés de télécommunications RDC sont contre cette démarche du gouvernement congolais? Ils sont contre. Maintenant, une façon de saboter, n'est-ce pas, opposer RAM ou soit opposer l'auteur du RAM à la population, c'est de pouvoir se comporter ainsi, couper des unités sans l'autorisation, sans explication, parce que je ne pense pas que les autorités ont demandé à la société de télécommunications qui a un partenariat avec le ministère pour commencer à couper les unités des gens en désordre. Mais je pense qu'il y a toute une ligne de conduite.
Il y a un programme bien établi qui doit être exécuté. Moi, je pense que quelque part, j'interpelle les sociétés à une retenue et une bonne manière de faire les choses. Mais j'appelle la population à faire confiance aux autorités. RAM, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir clair dans les sociétés de télécommunications combien est-ce que l'État peut gagner là-bas. Maintenant, et à leur tour, ils trouvent que voilà, aujourd'hui, on peut mettre notre mensonge sur l'espace public, voilà, pour étouffer, il faut faire ceci. Donc, nous devons nous méfier de toutes ces histoires. Et la deuxième des choses, lorsque RAM vous fait payer, par exemple, 7 $ par an, parce que la taxe, elle est annuelle, on vous fait 7 $ par an. Par rapport à ça, moi, personnellement, je paye 100 $ par mois. Je veux payer mes gars, mon abonnement, 100 $. Mais si je parviens à payer 7 $ pour une année, c'est très avantageux. Et une chose, je ne pense pas que RAM a commencé déjà à percevoir sa taxe sur toute l'année publique. Mais vous pouvez voir que dans d'autres universités, déjà, il y a le Wi-Fi qui est gratuit. Alors, si on parvient à le faire dans les espaces publics, pourquoi les gens n'aiment pas le développement? Il faut peut-être être infecté du virus de la démence pour s'opposer à quelque chose qui est clair. Parce que ça manifeste déjà un développement. Un développement parce que les universitaires souffrent. Ils souffrent, il y a des étudiants qui n'ont pas de possibilité de faire les recherches sur Internet. Mais ils peuvent avoir la possibilité d'utiliser soit le téléphone d'un ami ou soit l'ordinateur, avoir accès, n'est-ce pas, à l'Internet, c'est très bien. Et puis, imaginez-vous, sur toutes les gens publics, dans toutes les universités, s'il y a Wi-Fi gratuit, en fonction de ce que les gens payent pour RAM, s'il y a les espaces publics, il y a le Wi-Fi gratuit, c'est un avantage, madame. Ça prend en charge autant de personnes. Vous voyez que l'argent est canalisé dans les trésors. Et ça nous permet aussi de comprendre combien est-ce que les sociétés doivent nous payer pour accroître les recettes. Parce que le chef de l'État peut mettre en exécution ce programme d'élection que si les recettes sont bien canalisées. Moi, je ne trouve pas le mal. Et alors, quelle est votre réaction face au comportement de certains mouvements citoyens, mais également certains membres de la société civile qui exigent aujourd'hui la suppression de la taxe RAM? Non, non. On ne peut pas supprimer on ne peut pas, parce que c'est l'État qui juge l'opportunité. Les gens sont libres, nous sommes en démocratie, de manifester les mécontentements d'une manière ou d'une autre. Mais il faut avoir la bonne raison. La bonne raison, c'est pas dire non, une escroquerie, une pure escroquerie étatique. Non, c'est pas une escroquerie. Je pense d'abord, la plupart des mouvements citoyens aujourd'hui, ils n'ont pas une bonne réputation parce qu'ils sont instrumentalisés par des politiques. Les gens vous trouvent derrière, ils vous donnent quelque chose parce que la plupart des gens veulent se comporter, n'est-ce pas, à des années. Comme aujourd'hui la nouvelle génération. Non. Le changement aussi qui pour certaines personnes est instrumentalisé. Non, la nouvelle génération soutient ce qui est bon et décourage ce qui est mauvais. Vous comprenez? Moi, je veux partie de ceux qui font pression au gouvernement pour conformer leur gestion à la volonté du peuple. Mais on ne peut pas seulement crier escroquerie, dès lors qu'on ne connaît pas les contenus, n'est-ce pas, de ces taxes. C'est quoi l'importance, c'est quoi la conséquence? À la place de 100 $, 200 $ que tu payes à la fin du mois, les mégas que tu payes du jour le jour, 2 $, 3 $, ainsi de suite. Toi, tu payes que 7 $ seulement pour toute l'année et que tu as la facilité d'accéder à l'Internet, ainsi de suite. Mais cet argent permet aussi, n'est-ce pas, à l'État de faire des grandes réalisations pour toi. Où est le mal? Il n'y a rien du tout, madame. Mais c'est que moi, je voudrais lancer comme message à ce mouvement citoyen et quelques membres de la société civile instrumentalisée, c'est que nous ne sommes pas à ce moment-là. Le temps là est passé. Ça, c'est le moment de prendre conscience, se mettre au travail. Soutenir les institutions. Si vous êtes contre un individu, vous êtes contre un régime. Mais si on fait quelque chose de bien, applaudissez. Ça fait partie de CVC, les compétences de la vie courante. Reconnaître le bien, c'est un élément très important. Parce qu'un jour, celui qui conteste aujourd'hui sera à la place de celui qui est contesté. Peut-être tu peux faire quelque chose et tu auras besoin que les gens apprécient même les biens. Mais on va apprécier. Mais si on fait quelque chose de bien et que tu n'apprécies pas, non, c'est pas tout le monde qui a appelé à devenir président de la République. En santé, la Covid-19 est une réalité en République démocratique du Congo. La vaccination déjà en cours au pays. Aujourd'hui, plus de 5000 personnes sont déjà vaccinées. Mais certaines personnes pensent que ce n'était pas nécessaire pour la République démocratique du Congo de prendre ce vaccin. Mais c'est un peu bizarre. C'est pas nécessaire pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Est-ce qu'ici, il y a des extraterrestres? Il y a des gens qui sont morts de Covid ici. Les gens ont été empêchés. L'économie du pays bouleversée, la mise en application de la vision chef de l'État a souffert ici pour l'avènement du Covid-19. Et comment on peut vouloir quelque chose de son contraire? D'abord, depuis, comme vous venez de le dire, les chiffres de 5000 personnes qui sont déjà vaccinées. Madame, moi je n'ai pas enregistré de personnes, des cas de mort ou des cas qui ont des gens qui ont souffert. Est-ce que vous-même vous êtes déjà fait vacciner? Non, je ne me suis pas encore vacciné, je suis honnête, je parle bientôt, j'aurai mon vaccin. Je suis content et je soutiens ça et les choses marchent convenablement. Et qu'est-ce que vous attendez pour aller prendre votre vaccin? Bon, j'ai un cahier de charges très surchargé, je pense que je vais me faire vacciner.
Je suis vraiment sérieux. Un jour, je reviendrai sur ton plateau te dire que je me suis fait vacciner. Mais ce qui importe, c'est que le vaccin est en train de marcher. L'avènement, n'est-ce pas, de la vaccination marche convenablement. Notre souci, c'est que nous soyons à l'aise. Nous soyons sécurisés. Que les santé des uns et des autres soient assurées, afin de permettre le chef de l'État de faire son travail, parce qu'il y a la plupart des activités qui sont suspendues pour la pandémie, bien sûr. Et puis ça, c'est un manque à gagner pour l'État congolais. Vous voyez? Et puis même les enfants ont souffert. Vous savez que le programme a été bouleversé d'une manière ou d'une autre. Le calendrier scolaire, académique, oui. En République démocratique du Congo. Oui. Bouleversé, ce qui est important, c'est que tout marche convenablement. Notre souci, c'est de donner la chance aux institutions, donner la chance, n'est-ce pas, aux médecins, donner la chance à l'INRB qui est en train de faire un bon travail pour permettre à l'État de faire son travail. Parce que chaque personne a sa portion de responsabilité. Et nous, peuple, nous avons aussi notre portion de responsabilité, c'est de soutenir les institutions dans le bien. Ce n'est pas diaboliser tout. Vous voyez, donc c'est très important. Face à la Covid-19, nous avons vu de Congolais qui se sont battus, qui ont quand même fait des recherches, et aujourd'hui nous avons Manacovid. C'est là que le Quinois et les Congolais se posent quand même des questions. Il y a aujourd'hui des produits made in Congo, mais pourquoi les gouvernements, l'État congolais ne peut pas s'épancher sur ces médicaments, ces produits qui ont déjà montré leurs effets face à la Covid sur certains compatriotes et qui ont été guéris. Et les Congolais se demandent pourquoi ne pas s'épancher sur un produit made in Congo, mais on fait vite recours à la vaccination. Vous ne trouvez pas que là, il y a quand même quelque chose? Alors que dans d'autres pays, on valorise les produits trouvés par les compatriotes. C'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui en RDC. Et voilà ce qui fait aussi, c'est ce qui appelle un peu à plusieurs questionnements dans l'opinion congolaise. C'est normal. Les gens ont droit de penser, ils ont droit de critiquer positivement tout comme négativement une innovation. Moi, je soutiens ceux qui ont fait pour nous donner des produits made in Congo. C'est bien, mais il s'agit de la vie humaine, madame. Mais ces produits ont montré quand même... Je n'ai pas refusé. Je suis d'accord. Mais il y a des institutions médicales très capables d'exalter, n'est-ce pas, l'opportunité, n'est-ce pas, de la distribution de ce vaccin ou de ce produit. Il y a des gens il y a des échelons. On doit d'abord étudier quelles seraient les retombées positives ou négatives. Approuvé même par les institutions, l'INRB. Ah, maintenant, là, c'est pas à moi de répondre à la place de l'INRB, mais je pense, si peut-être il y a un souci, ça dit que ce produit pose un problème. Mais l'INRB n'a pas démontré qu'il y a des soucis. L'INRB a confirmé que c'est... Peut-être que vous n'êtes pas parti chercher l'argument. Comprenez que si on a recouru à un autre produit que celui-là, c'est-à-dire que le produit a manifesté ses effets, mais peut-être qu'il y a des limites quelque part. Il fallait peut-être un complément, il fallait autre chose. Ça, peut-être un problème, un travail très technique que vous devrez prendre votre micro, votre caméra, poser la question, on vous donne la réponse dans le... La question a déjà été posée et l'INRB a approuvé Manacovid aujourd'hui qui se vend d'ailleurs cher. Mais pourquoi là ne vous comportez pas parce que vous êtes en train de soutenir les institutions? C'est une question très valable d'ailleurs que la population s'est toujours posée. Aujourd'hui, les autorités se passent de ce produit, mais nous amènent les vaccins. Madame, si ce produit a été déjà validé et qu'on a trouvé très important, ce produit pour le mettre à la disposition de notre peuple, et que cela n'est pas fait, je pense... Aujourd'hui, il coûte très cher, si je me trompe. Peut-être qu'il y a eu influence d'une mais étrangère, vous voyez, comme d'habitude, mais si ce produit est capable, n'est-ce pas, comme vous venez de le dire, et ça se vend cher, je ne trouve pas, n'est-ce pas, le mal pour que ce produit soit mis à la disposition de ce peuple, parce que ça serait aussi une fierté pour le Congolais. Mais ça devait être avec l'implication de l'État, afin que ce produit soit quand même vendu même à $5, pour donner l'opportunité à tout le monde d'en avoir. Oui, mais je pense pas que les produits doivent être vendus à $50, tu vas parler de $50. Plus de $100 si je ne me trompe pas. Mais plus de $100, ce serait impossible. Très impossible, parce qu'il y a des gens qui vivent en dessous de ce moyen, de ce montant-là. Il y a des gens qui vivent avec $50, il y a des gens qui vivent à $20. Il faut voir, par exemple, le problème se pose là-bas. Le vaccin que nous sommes en train de consommer aujourd'hui, peut-être qu'on a dit, bon, on donne ça gratuit, ou soit on peut donner à $20, on peut donner à $30, et que Made in Congo s'impose pour dire, voilà, je vais devenir milliardaire, je veux que ça se vende à $100, comme vous le disiez. Peut-être ça peut être un souci, l'un des problèmes. Mais ce qui est important, c'est une fierté lorsque un Congolais met à la disposition de son peuple, et l'élément, comme nous avons vu, les téléphones au capi. C'est très important. Mais il faut toujours juger le montant, c'est par rapport aux réalités de l'air, par rapport
à l'état financier des Congolais. Les Congolais souffrent sérieusement. Avec la pandémie des Covid, je pense que l'État devrait s'impliquer, comme vous l'avez dit. Là, je suis du côté du peuple. C'est que lorsque vous faites quelque chose pour votre peuple, alors soyez aussi à mesure d'aider le peuple, même à travers le montant, pour permettre à la population entière de bénéficier du produit. Donc, voilà. Covid, c'est un bon produit, moi j'apprécie, mais je pense, ça relève de la compétence des organes compétents en la matière, surtout l'INRB avec l'État congolais, voir dans quelle mesure les Congolais doivent consommer leurs produits. S'il y a un souci, ils peuvent négocier avec les concernés, afin que le Congo aussi brandisse son drapeau en ce qui concerne les innovations médicales. Voilà, paix à l'âme de celui qui nous a laissé ce produit Manacovid. Madame, Messieurs, retrouvons le deuxième dossier religion. Venus pour prier à l'occasion de la clôture du jeûne du mois des Ramadans, ces musulmans ont assisté à un spectacle de violence ici au stade de Martyrs. Des troubles pour empêcher Cheikh Abdallah Mangala de conduire la prière. La fête va être finalement marquée par des vives tensions entre des camps islamiques opposés. Après affrontement avec les forces de l'ordre, le bilan provisoire fait état de 2 morts, dont un policier et un musulman ainsi que plusieurs blessés. À noter que cette situation est le résultat d'une crise de leadership qui s'est installée au sein de la communauté islamique du Congo depuis un certain temps. Batubaye kotuna prophète Muhammad, nde prophète ya religion islam balobi nani musulman ya solo. Alobi na bango al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi. Vrai musulman et pas nzambe aza musulman oyo aza ko bikisa ba musulman na lolemo noye na loboko loye. Abikisi bango. Siko mukolo ya idi ba musulman ba bikite. Ba soki ba bana mike ba bungi ba papa mikolo ba zui pasi. Ce n'est pas Eza Islam te tindi bongo. Mukolo après 30 jours ya carême tango ya kokende stade sikoyo nde mukolo oyo nzambe aliko futa bawe basalaki carême. Nzambe bina ba ange nanga. Botali batu nanga bazoko uta kote na kote. Basanga na place moko mutu nyonso ya musala suka ya sanza asenga ka salaire nae. Nde bango sikoyo basilisi carême 30 jours bayeko senga ngai nzambe salaire na bango na futa bango. Ishhaduni ya malaika bino ba ange boza la batemwe na ngai nzambe inni qad ghafartu lahum jamia na sina limbisi bango nyonso masomo na bango. Mais na stade batu balimbisa makite na sambe na mosquée na ba mizima ebele po ete mukolo wana eza mukolo ya esengo, mukolo ya lifuta ya nzambe, eza mukolo ya disekete soki obebisi mukolo wana nzambe wandi mape carême na yo nyonso te. 46 policiers qui ont été blessés, dont 8 qui sont dans un état grave. Certains fidèles l'ont été aussi du fait de la barbarie de certains. Nous déplorons également beaucoup des pertes matérielles parce qu'il y a une Jeep de la police qui a été calcinée et 11 autres qui ont été touchés. Le gouvernement, le Premier ministre d'où il se trouve,
à Lubumbashi, a demandé à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, de tenir cette réunion pour que nous puissions faire le point de la situation globale et tirer les conséquences qui s'imposent, pour que tous ceux qui, de près ou de loin, sont responsables de ces actes en répondent devant la justice. Nous sommes tous choqués de voir la barbarie avec laquelle on a touché au symbole de l'État. Vous savez que les policiers sont ceux qui sortent matin et soir pour nous protéger, et lorsqu'ils sont sortis de la maison, ils ont laissé femmes et enfants subir un tel sort parce qu'ils allaient sécuriser les autres compatriotes qui devaient célébrer la fin du Ramadan. C'est totalement inacceptable. Le gouvernement va s'engager à suivre de près l'évolution de chacun avec l'équipe médicale pour voir dans quelle mesure on va leur apporter l'assistance nécessaire durant tout ce temps. 30 jours de jeûne avec les musulmans qui devraient donc clôturer le Ramadan le jeudi. Malheureusement, cette fête s'est clôturée en sang. Quelle est votre réaction face à ce qui s'est passé? Si je ne me trompe pas, c'est pour la première fois que le Ramadan se termine ainsi en République démocratique du Congo, précisément de la capitale de la République démocratique du Congo. Madame, je suis vraiment triste. Moi, je suis triste par le fait que j'ai vu le sang couler. J'ai vu des policiers, n'est-ce pas, disséqués et puis brûlés en tenue du travail. Et qui sont, à la base, ce sont des musulmans. Après avoir passé 30 jours de jeûne. C'est-à-dire qu'ils sont sacrés. Ce qui veut dire sans que tous mis à part. Ils ne sont pas ordinaires. Ils se sont préparés pour entrer en contact avec leur divinité. Donc, vous passez tout ce temps de la théosophie pour nous engendrer des cadavres et des scandales. Vous avez perturbé l'ordre public. Et vous êtes censé prêcher par exemple, comme le porteur de compassion, parce que c'est l'une des qualités que tout chrétien, tout musulman peut porter comme, n'est-ce pas, acteur de la paix. On ne peut pas accepter que ce genre de choses passent, madame. Moi, je m'en vais vite, n'est-ce pas, m'allier derrière la décision judiciaire, le verdict qui a été rendu pour condamner. Le verdict a été rendu le jeudi, bien sûr, un peu dans la soirée, tard, si je me trompe pas. Condamnant ces gens à la peine capitale. Ouais. Je suis content. Mais un autre élément. Vous voyez dans ce dossier le tribalisme. On est en train de tribaliser même les églises. On tribalise aujourd'hui les religions. Bien sûr. Ça, c'est le résultat des politiciens. Oui, oui. Parce que les politiciens voulaient que ce soit ainsi. Pourquoi? Quand ça se passe comme ça avec les musulmans, ce serait aussi le tour des chrétiens dans leur corporation. Vous avez suivi récemment, il y a les autres qui ont été limogés, remplacés par les autres. Parce que aujourd'hui, les religions commencent à se comporter comme telles parce qu'ils sont à la quête de positionnement politique. Parce qu'ils ne sont pas là pour le salut de ceux qu'ils ont encadrés. Mais quelque part, ces gens ici s'énervent parce que ce qui se passe entre les imams là, ça n'a rien à voir avec l'église. L'église devient une base. Parce que les gens disent, voilà, ils n'avaient pas préparé leur base. Non, non, ils sont là au service de la divinité, pas au service d'un individu. Il y a même un imam qui a dit que cette prière 30 jours n'a pas été agréée par leur Dieu. Oui, c'est lui qui connaît ça. C'est lui qui connaît ça, comment est-ce que ça tourne dans l'islam, mais je ne suis pas du tout d'accord avec leur organisation. Parce que chaque mosquée a un imam. Et puis les 30 jours, ça peut se passer même, parce que c'est une convention qu'ils ont accepté que tous les autres mosquées se réunissent au sein du stade pour célébrer leurs 30 jours. Mais c'est simple que quelqu'un termine. Du Ramadan. Oui, oui. C'est simple que quelqu'un peut faire ça dans leur mosquée respective et c'est fini, ils se rendent à la maison. Mais je pense aujourd'hui, ils sont venus mesurer leur niveau de légitimité au sein de leur base pour voir parmi les deux qui sont en train de chercher qui va être, qui ne serait pas. Vous comprenez? C'est pour que cela soit une démonstration de force. Et puis c'est ça les retombées. Ça n'a rien à voir avec les églises. Une question d'un internaute qui a dit, comment expliquer que nous voyons des personnes qui se disent fidèles, mais avec des armes blanches, parce qu'il y a eu des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Mais non seulement avec des armes blanches, madame, mais passer à l'acte. Un stylo, mais tu es un assassin. Tu vas passer ton temps inutilement dans 30 jours là-bas, tu fais de la farce. Après un moment, tu vas tuer quelqu'un. Tu prends une machette, tu vas couper quelqu'un. Après, tu brûles la personne que tu brûles, même si ta conscience ne fonctionne pas. La personne là en tenue, l'objectif c'est de te protéger. Protéger tes biens. Protéger l'ordre.
toi tu vas brûler. Et ta conscience ne te rappelle pas que la personne que tu es en train de brûler dans les sentiments là. Et là, c'est un fidèle. Un fidèle d'une église. Qui est en train de poser ses Oui, oui. Et cette personne a droit à la vie, au bien-être. Il a une famille, il a une femme. Et la vie des policiers aujourd'hui, c'est que c'est une vie calamiteuse. Les policiers souffrent. Les policiers touchent moins de 200 000 francs congolais. L'autre peut avoir 5 enfants, 6 enfants, il loue la maison, les enfants étudient en difficulté. Et tu vois, lui donner la mort précoce et ses enfants restent souffrir pour ton imam là, qui ne peut jamais te donner l'argent pour nourrir ta famille ni tes enfants. Voilà ce qu'on assiste. Et moi je pense que ce dossier ne peut pas se limiter là-bas. Il faut que ce genre soit éradiqué pour que ceci serve de leçon à d'autres personnes. On ne peut pas accepter que sous notre Congo, un Congo que nous voulons bâtir sur un socle de valeurs comme je viens de vous le dire, c'est un grand travail que les autorités ont. On ne peut pas accepter que ce genre de choses se passent. À l'est du pays, on n'a pas besoin de voir le son. C'est pourquoi le chef de l'État a décrété un état de siège qui est en train de produire ses effets positifs. Et ici, les églises qui devraient soutenir cette démarche, n'est-ce pas, républicaine, par des prières, par des messages de paix. Est-ce que vraiment, je pense, les gens des musulmans ici peuvent passer à la télé pour dire, voilà, nous lançons un message de pacification. Parce que l'idée vient de la tête. Si aujourd'hui les policiers sont en train d'en pâtir, c'est parce que les imams là sont en train de se disputer le poste. Il y a l'autre qui a fait 30 ans, l'autre veut le remplacer. Nous ne sommes pas dans la monarque absolue. Parce que la démocratie peut se caractériser dans des églises, hein, dans des écoles, partout. C'est un moyen qui nous mène vers le développement. Mais ça, ce sont des comportements qu'on doit bannir. Moi, je suis triste, je suis contre. Et je compatis avec la famille des disparus. Et je soutiens aussi, j'encourage ceux qui sont à l'hôpital. Ils ont fait un travail de tintant. Et les autres se sont blessés parce qu'ils sont au service de l'État. Ils se sont assignés un objectif qui est celui de protéger le peuple et leurs biens. Mais j'appelle les autorités à la vigilance, à soutenir les policiers, les donner le moyen qu'il faut pour qu'ils fassent... Ben voilà que le policier s'est exposé. Ils sont partis vulnérables. Quelque part, les policiers devraient faire recours aux balles réelles parce qu'il paraît que c'est ça la colère aussi des musulmans. Parce qu'il y a eu un d'eux qui a été touché en premier et la police n'a pas été du tout professionnelle. Non, madame. La police a été toujours professionnelle. Il faut toujours se poser. Si les balles réelles ont retenti, peut-être c'est une réaction à une action. Que ça commence d'abord par les comètes mortels, les mal intentionnés qui veulent toujours. Parce que la cible, c'est la police. Or, la police a été formée pour être proche de la population. Il fallait utiliser des balles réelles. Mais quelque part, ça exige, parce qu'on vous dit dans l'autodéfense, n'est-ce pas? Si... Il ne faut pas oublier que là, il s'agissait des fidèles. Mais des fidèles aussi, lorsque les fidèles représentent un danger pour ceux qui sont venus les protéger, ils ont aussi leur façon de se défendre. Madame, ils ont leur façon de se défendre. Ces gens ont commencé par les attaques à la police et que la police peut utiliser l'offensif pour faire reculer. Et quand ils sentent que le danger est permanent, les dangers persistent, ils peuvent faire recours aux balles réelles. Parce qu'il faut sacrifier la vie de 5 pour préserver la vie de 100 ou 200 personnes. On ne peut pas accepter que ce genre de comportement se fasse, on supporte parce qu'il s'agit de civils. Non, non. Vous avez vu que dans les robes de musulmans, les machettes sont sorties, les couteaux sont sortis, les stylos et les armes blanches. On peut accepter que ce sont des pacifistes. Ce sont des comportements que nous, on déteste. On ne peut pas accepter. Il faut que la justice fasse un travail à fond pour que ceci serve de leçon. La sentence, là, moi, j'ai aimé parce que c'est une peine capitale, mais ça pouvait aussi aller à la source. 41 qui étaient aux arrêts ont été jugés en procédure de flagrance. Ils ont été donc condamnés. Certains ont eu des peines capitales. C'était ce jeudi. Mais il y a eu un document qui a circulé dans les réseaux sociaux annonçant la suspension jusqu'à nouvel ordre de certains membres du comité de direction du stade de Martyrs. Est-ce qu'eux aussi devraient subir cette sanction? Ils devraient subir cette sanction-là, je m'en vais directement, n'est-ce pas? Je recours au verdict, n'est-ce pas, du tribunal. Vous voyez, madame, si la décision est prise en fonction du verdict qui est rendu, condamnant les autres à la peine capitale, je pense que le travail a été bien fait à fond. On a compris que peut-être les autres responsables du stade de Martyrs ont été impliqués dans cette histoire. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas pu faire leur travail comme il fallait et qu'ils peuvent subir une suspension. Parce qu'une suspension, c'est une mesure disciplinaire. On prend une suspension pour enquêter si réellement ils sont impliqués ou pas. Si réellement ils sont impliqués, on peut aussi mettre la main sur eux, tout comme ils peuvent être licenciés. Donc, c'est une mesure disciplinaire, une mesure, elle est préventive. On prend ça pour permettre aux enquêteurs de continuer l'enquête parce que je pense que ces dossiers ont été traités en flagrance. Mais on doit aussi enquêter. Que les 41 là, ils ne sont pas les seuls, il y a les autres qui se sont volontarisés dans la nature. On doit mettre la main sur toutes les personnes et ceux qui sont complices dans cette histoire pour que ceux-ci répondent devant la justice.
C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Il n'y a pas ceux qui sont au-dessus de la loi. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont privilégiées parce que nous sommes, je ne sais pas moi, les imams, les imams ne jugent pas des privilèges de juridiction. Ils n'ont pas des immunités parlementaires ou quoi que ce soit, ou prérogatives légales, s'il faut le dire, madame. Mais on peut comprendre que dans un état de droit, chaque personne qui va à l'encontre de la loi, il doit être attrapé, rédiqué, pour permettre à ceux qui ne sont pas encore tombés dans le filet d'avoir une leçon. On ne peut pas menacer un policier. On n'a même pas un bon nombre de policiers au Congo. Les policiers vivent mal, ils souffrent, mais quand même ils se donnent. Le matin il est là, en son tenue, il exécute ainsi de suite. Mais vous venez, vous donnez quelqu'un la mort, il n'avait même pas le programme de mourir. Vous venez de la police brûlée. Et l'argent de l'État détourné. Est-ce que quelque part, parce que j'ai assisté dans un groupe, une discussion autour de ça, quelque part il y a certaines personnes qui disent que ça c'est aussi le résultat du comportement des policiers aujourd'hui. Il y a un peu de réticence entre le civil et la police nationale congolaise. Bon. Vous ne voyez pas que quelque alors, part, vous savez, il y a une chose. Quelque part, je peux vous donner raison sur un point. Vous savez la campagne que la police devrait faire, ensemble avec l'État congolais, c'est de mobiliser, faire une campagne de mobilisation pour approcher la population de la police. Aujourd'hui, quand tu rencontres un policier la nuit, tu es mal à l'aise. Bien sûr, parce que mal à l'aise, parce qu'un policier peut facilement te prendre ton téléphone, il peut facilement il peut te coller une infraction, il peut te calomnier quelque chose la nuit dans cette circonstance-là. Il n'y aura pas possibilité de te défendre. J'ai vu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, un militaire qui a demandé à un motard, arrête-toi, il s'est arrêté. Quand il descend, il dit, tu as insulté le chef de l'État. Il dit, moi, mais tu m'as demandé de m'arrêter. Tout ça, il avait besoin d'argent. Lorsqu'il dit, donne l'argent, et que l'autre a sorti un téléphone pour les filmer, il a trouvé, en tout cas, on est en train de me filmer, j'ai un dossier, allez. Il a inventé un truc, et le monsieur était aux arrêts, et ainsi de suite. C'est ça aussi le comportement. Moi, je ne veux pas dire que c'est tous les policiers qui sont en pote comme ça. Il y a des policiers, je connais des policiers intègres. Il y a des policiers qui sont l'incarnation des valeurs. Des policiers qui peuvent être modèles qui donnent même envie de faire la police. Ils sont là, mais ils sont peu. Alors la campagne que la police devrait faire en connivence avec quelques ministères qui œuvrent dans le même secteur, c'est faire la campagne de mobilisation. Mobiliser le peuple à être proche de la population et de la police. Que la police fasse aussi l'effort de créer, n'est-ce pas, un lien d'attachement avec la population pour que la population épouse tout ce que la police fait. Plus il faut avoir de bonnes manières. La plupart des policiers n'ont pas de bonnes manières. Même pour vous demander la carte, yo, là sa carte. Mais yo, tu t'adresses à un monsieur. Est-ce que là on doit aussi assainir ce milieu, la police nationale congolaise? Bien sûr, il y a un travail à faire. Il y a mais allez au niveau de... Vous venez de l'évoquer d'ailleurs, le comportement. C'est très important. C'est très important parce que la façon qu'on s'exprime, ça énerve. La façon qu'on s'adresse à quelqu'un, ça énerve parce que chaque personne a un rang social bien déterminé. Nous ne pouvons pas. Peu importe les erreurs que la police fait, on ne peut pas tenir un policier dans les habits lorsqu'il est en tenue. C'est interdit. On ne peut pas taper sur un policier. On ne peut pas l'insulter. Nous avons vu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Un monsieur qui a insulté la police, soi-disant il a de la famille présidentielle. Mais même s'il l'était, parce qu'on a mené des enquêtes, on a trouvé qu'il ne l'était pas. Mais même s'il l'était, automatiquement, on doit mettre la main sur lui. Il paraît qu'on a mis la main sur lui. Oui, il est déjà dans le service pénitentiaire. C'est ça qui doit être fait. Mais le bon travail. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Aux États-Unis, en Zambie, en Afrique du Sud, les policiers sont amis du peuple. Lorsque la police arrive, le peuple se réjouit. Vous comprenez? C'est par rapport au comportement. Ils sont compatissants. Même quand il faut arrêter, on peut arrêter avec sourire. On peut arrêter en douceur. On peut arrêter, on utilise des concepts qu'il faut. Et puis on arrête, on amène quelqu'un. C'est très simple pour arrêter. On ne peut pas arrêter par brutalité, par insulte. C'est ridicule. C'est très simple pour le faire. Donc les autorités policières devraient faire un grand travail pour recruter des bons policiers. Dans les universités, il y a des gens qui veulent faire la police. Ils sont là. Prenez des jeunes étudiants, formez-les, donnez-leur le goût de servir le pays sous le drapeau. Donnez-leur le goût de mettre ce pays pour servir et sécuriser. Il ne faut pas ramasser des cachets, il ne faut pas ramasser les courneaux là sur la rue, il ne faut pas ramasser parce que le même comportement qu'il avait chez lui, c'est ça le même comportement qu'il amène dans la police. Il va faire salir cette grande institution. C'est pourquoi les gens doivent faire un grand travail pour revoir leur recrutement. On peut recruter, donner des critériums, donner le profil de celui qui peut postuler comme policier.
Un policier qui parle français, qui sait écrire, qui sait parler. Un policier qui peut saisir, un policier capable qui peut répondre. Vous pensez qu'avec le temps qui reste au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, on va arriver à tout ce que vous êtes en train de dire? C'est très possible, madame. Je dis même très possible. Parce que par quel mécanisme, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais ne veulent pas aller vers la police parce qu'on sait que là, c'est la misère. Oui, vous savez une chose, le problème c'est quoi? Ça, ce que nous venons d'évoquer avec vous, ça s'inscrit dans le cadre des réformes institutionnelles. Vous voyez, parce que il faut travailler le mental des Congolais, non seulement la police, même l'armée, même les gens de l'ANR, tous les services de sécurité, y compris aussi d'autres secteurs, que sur le plan mental, on doit former ces gens, n'est-ce pas, avoir un comportement, n'est-ce pas, décent pour faire ce travail. Mais quand je dis avec Félix Tshisekedi, c'est possible. Pourquoi? Parce que vous avez vu, dans peu de temps, les petites réformes qui sont en train d'être faites, ça a donné des fruits positifs. Aujourd'hui, les gouvernants ont peur de détourner les $1000 de l'État. Ceux qui sont déjà plongés dans le détournement cherchent comment est-ce qu'ils vont se couvrir. C'est pourquoi vous avez vu Matata Pogno être agité. Ils croyaient voilà, nous allons parler du dossier Matata Pogno dans leur rétrospective de la semaine. Confiance au chef de l'État. Juste faire confiance et accompagner ses actions, je pense qu'il peut y parvenir. Madame, messieurs, un autre dossier dans cette rétrospective, c'est le dossier justice. On se retrouve juste après. Après Willy Bakonga, Pampin Guillaume Mandiolo, ministre sortant de la coopération, intégration régionale et francophonie, est désormais dans les viseurs de la justice congolaise. Ce membre du Front commun pour le Congo est accusé pour un présumé détournement d'une somme de plus de $100 000 américains, fonds destinés au fonctionnement de son ministère. Guillaume Mandiolo a été entendu à ce sujet le lundi 10 mai par la police judiciaire du parquet de grande instance près la Cour de cassation. En croire ses proches, l'audition a tourné autour d'une dotation liée aux privilèges rattachés à son poste dans le gouvernement Ilunkamba. Pour ses proches, cette affaire a été politisée car il ne s'agit pas de frais de fonctionnement. Contrairement à ce qui s'y raconte sur la toile, l'ancien ministre du gouvernement Ilunga Ilunkamba n'a pas passé nuit en détention, mais il est à la disposition de la justice pour la suite de la procédure, affirment ses proches. Mais pour l'association congolaise pour l'accès à la justice, une organisation de défense des droits de l'homme, l'ex-ministre de la RDC a été auditionné et gardé à vue pour détournement des frais de fonctionnement du ministère de la Coopération, Intégration régionale et Francophonie. C'est à huis clos que le sénateur a jugé de statuer sur la question d'élever des immunités du sénateur Matata Pogno. Estimant que la procédure n'ayant pas été respectée, la plénière de ce jour n'a pas pu se prononcer sur la question. Bien avant cela, la plénière a, à travers une résolution, accordé son total soutien à l'état des sièges décrété par le chef de l'État. Les sénateurs se sont engagés à contribuer par une somme d'1 million de francs congolais pour chaque élu sur une durée de 3 mois. La plénière a en outre fustigé des échauffourées enregistrées ce jeudi au stade de Martyrs entre les musulmans et les forces de l'ordre. C'est au sein d'une même composante qu'il y a eu cette bagarre et je crois qu'il y a conflit de pouvoir. Bref, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, mais également la ministre ayant la justice, parce que c'est la justice qui s'occupe des cultes et autres, pourrait bien nous éclairer, mais c'est l'occasion de fustiger cette tendance des compatriotes de s'attaquer au symbole de l'État, à la police, et ça prend maintenant une expansion. Nous ne pouvons pas accepter que le symbole de l'État soit ainsi entamé, sinon il n'existera plus d'État. A noter qu'au cours de cette séance plénière, il a été déclaré clos les débats généraux sur les propositions de loi des sénateurs Kaumba et Lilonga. La commission ECOFIN a par ailleurs exposé sur son rapport synthèse concernant le projet de province à financer dans le cadre du programme sino-congolais. Détournement présumé des fonds, l'ancien ministre de la coopération internationale régionale relaxé après avoir pris l'engagement de verser au trésor public la somme lui réclamée. Quelle est votre réaction à chaud? Guillaume Mandiolo, relaxé, il a donc décidé de rembourser au trésor public.
Mais rembourser déjà, il accepte qu'il a détourné. Quand il dit je vais rembourser, c'est-à-dire j'avais pris et je veux rembourser. Ce n'était pas l'argent de chez lui, ce n'est pas l'argent de sa boutique, l'argent de l'État. On ne peut pas prendre comme ça et puis dire je vais rembourser comme si on se joue des institutions non plus. Manjolola a fait ici tout un temps, il faisait des sorties médiatiques pour nous prouver sa compétence intellectuelle. Or, c'était juste du védétarisme. Juste pour qu'il soit recruté. Et quand on recrute quelqu'un en fonction de la séduction, une séduction négative, il a séduit les institutions, il a séduit les autorités pour qu'il soit ministre. Et là, il avait un objectif, c'est d'avoir l'argent, de devenir riche. Un point entrée. Moi, je ne trouve pas à quoi servait toutes ces petites théories qui développaient à la télé. Là, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire la justice. Même si on l'accuse de détournement, on dit qu'il est présumé. Avec les kabylistes, il n'y a pas de présomption. Avec les kabylistes, quand on l'accuse, ça dit même derrière les 100 000 qu'on présume, il se cache des grosses sommes, des sommes colossales. C'est-à-dire, moi j'appelle la justice à beaucoup de vigilance. C'est qu'on doit multiplier les enquêtes sur sa gestion. On va trouver encore d'autres sommes. Ces gens se jouent des Congolais, madame. Ils se jouent, ils n'ont pas pitié des Congolais. Si tu me vois moi seul devant votre micro, votre caméra, je suis en costume, mais sache que derrière moi, il y a peut-être des milliers et des milliers de personnes qui n'ont pas de babouches. Des gens qui souffrent sérieusement. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Ils n'ont pas des pieds pour se promener et voir le Congo profond, comment les gens souffrent. 100 000 $, ça peut faire beaucoup. Bon, à ce qui me concerne, ces messieurs doivent aller en prison. Ils doivent aller en prison pour servir des raisons à tous les hypocrites qui ont séduit les autorités, soi-disant ils sont au service. Moi je veux dire, les gouvernements Ilunga Kamba, c'est scandaleux. Il y a eu un grand détournement de fonds. Ces gens voulaient frotter de la matière fréquente sur la gestion de Félix Tshisekedi. Il se comporte comme Willy Bakonga. Et regarde bien le comportement de Matata Ponyo. Même son attitude, il a peur. Il a peur d'aller en prison. Il veut se comporter comme quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter la justice. Mais il sait. On peut tromper les individus, on peut tromper les journalistes, on peut tromper tout le monde. Mais on ne peut pas tromper sa conscience. Matata Ponyo n'a pas à s'agiter. En ce moment, nous sommes dans la phase préjuridictionnelle. Matata Ponyo doit attendre avec tout ce qu'il a comme élément de défense, tout ce qu'il a comme argument. Il clame à l'innocence. On n'en disconvient pas. Il va prendre ces éléments avec ses avocats, aller devant les tribunaux, défendre. C'est ça. On ne défend pas devant les micros, sur son tweet, devant son téléphone. On ne peut pas dire, voilà, je suis innocent au service. Et puis il dit que la justice est politiquement instrumentalisée. C'est une insulte. Si seulement Matata Ponyo c'était un homme d'État, il ne devrait pas écrire ce qu'il a écrit. Et aujourd'hui, il va saisir la Cour de cassation. Pourquoi? Parce que c'est ça la justice instrumentalisée politiquement. Qu'est-ce qu'il veut? Quelle serait l'issue de sa démarche? Mais l'IGF fait ça. l'IGF dit, j'ai fait mon enquête, j'ai des éléments. Moi, je vais déposer. Parce qu'en droit, on dit actori incumbit probatio. Celui qui allègue un fait, à la chaîne l'a prouvé. C'était un mode de gestion diabolique que nous avons connu au Congo et en Afrique en général. Je vous dis, c'était un régime qui nous a donné ces caractéristiques-là. Détournement, impunité, sabotage, non-respect des droits de l'homme, tuerie, vol. Tout ça, nous avons connu, nous avons gobé. Et nous avons fait ça un mode de vie. On a accepté que ça se passe ainsi. Les institutions, quelqu'un pouvait voler, pouvait faire tout. Après un moment, on dit, ouais, voilà. Et ça passe comme ça. Madame, Messieurs, parlons à présent de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Conformément à la décision prise au cours de la plénière du mardi 11 mai 2021, consacrée essentiellement au message de soutien aux forces armées et à la police opérant dans les provinces de l'Est du pays, le député Tingi Pouloulou a apporté sa contribution de $500 à la question de l'Assemblée nationale au titre de fort de guerre. Par ces gestes, l'élu de Funa prêchait par l'exemple et invite ses collègues à faire de même. Voilà qu'aujourd'hui, je viens d'apporter 1 million de francs congolais ici avec moi, que je dépose, équivalent à ce montant. C'est pour soutenir l'effort de guerre, c'est-à-dire nos troupes militaires, policiers, agents de sécurité déployés à l'Est pour la paix. Il a également saisi l'occasion pour exprimer son soutien aux forces armées de la RDC. Nous sommes là et nos biens, à travers nos mains, s'unissent pour les soutenir. C'est un problème de solidarité tout simplement. Il faut se mettre à la place de l'autre.
Rappelons que les élus du Nord Kivu avaient proposé lors de la plénière du mardi dernier une contribution à l'effort de guerre à la hauteur de 500 $ par député. Dans son allocution d'ouverture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé le décès du chef de la documentation de l'Assemblée nationale. Sur demande de Christophe Mbosso, 1 minute de silence a été observée en mémoire de l'illustre disparu. La séance plénière de ce jour était une occasion propice pour les élus nationaux des 26 provinces de la RDC d'apporter leur soutien à l'état d'urgence décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Au total, 26 déclarations des caucus provinciaux des élus nationaux ont été lues. Tous, comme un seul homme, nous soutenons ces mesures et nous contribuons même. Je vous informe, aujourd'hui, tout député va donner 500 $. Nous allons contribuer. Tout député national va donner 500 $. Nous allons donner l'argent. Aujourd'hui, on donne l'argent. Nous soutenons cette décision avec toute notre énergie. Ils ont en outre appelé la population à soutenir les FRDC et la police nationale congolaise. Et appelons toute la population de la République démocratique du Congo en général et celle de l'Est du pays en particulier à coopérer avec l'armée, avec les forces armées de sécurité pour donner les renseignements nécessaires. Parce qu'une armée ne gagne que quand elle dispose des renseignements nécessaires, les bons renseignements. Et nous estimons que la mesure de l'état d'urgence qui permet la subrogation des autorités militaires qui prennent la place des autorités civiles, l'installation des juridictions militaires à la place de juridictions civiles, eh bien, ces deux mesures et d'autres vont permettre très rapidement que la République reprenne son droit de cité, son contrôle, son autorité sur cette partie orientale de notre pays. Je rassure à la population congolaise. Faites-nous confiance et faites confiance au chef de l'État. C'est un fils congolais, des pères de la mer et des souches. Soyez rassurés. La représentation nationale reste convaincue que la paix sera rétablie dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, Mardechesele, la représentation nationale apporte son soutien à la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'état des sièges va rétablir donc la paix dans la partie est de la RDC? Je suis très sûr. Je suis très sûr par le fait que l'union sacrée de la nation, c'est une vision qui est maintenant en train d'impacter. Parce que, vous avez vu, hier, Signe Pouloulou, au sein du PPRD, au sein de la Kabylie, ce n'est pas un Signe Pouloulou sous l'union sacrée de la nation. La plupart des députés qui étaient kabylistes, aujourd'hui, dans l'union sacrée, ont une autre façon de se comporter. Je suis très content de voir les mêmes personnes qui se comportaient autrement. C'est pour vous dire que les gens qui étaient mal utilisés peuvent aussi être bien utilisés. Les élus ont eu la conscience. Ils ont fait l'introspection pour comprendre que l'objectif, c'est de soutenir notre peuple. Nous sommes là pour notre peuple. 500 $ par personne. Madame, je suis très content. Parce que quand nous les multiplions par 500 députés, ça nous fait déjà 1 500 000 $ dans 3 mois. C'est déjà quelque chose de favorable pour nos troupes qui sont au front. Ça va les motiver. Parce que vous savez, de la motivation financière accompagnée de la morale, ça fait quelque chose de bien. Les gens sont déterminés à éradiquer l'insécurité, mais ils ne sont pas motivés. Je ne pense pas que ça peut bien marcher. Mais lorsqu'il y a de la motivation, d'abord régulière, et aussi cette motivation qui vient aussi des élus nationaux, je suis content que l'état des sièges va encore plus faire par rapport à ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il y a déjà des avancées significatives. Il y a déjà des signaux forts donnés dans l'Est de la RDC. Mais qui passent inaperçus devant le caméra, je me demande pourquoi. Mais c'est déjà... Pas du tout inaperçu parce que la presse en parle. Oui, oui, en parle, mais nous voulons qu'on en parle à fond. Nous voulons qu'on en parle à fond. Ça, c'est quelque chose à soutenir. Je suis content avec les élus sur ce point. Si moi-même sans regarder les couleurs, les députés nationaux s'engagent à débourser 500. Mais les élus ont montré leur position. Mais je pense que les sénateurs devraient faire pareil. Les députés de toutes les assemblées provinciales
sur les 26 provinces devraient aussi... Là, vous interpellez les députés provinciaux. Bien sûr, les députés provinciaux devraient aussi faire pareil. Les gouvernements provinciaux aussi, parce que nous sommes en décentralisation. Ils ont leur autonomie financière. Mais alors les députés qui jusque-là ont des arriérés, accusent 4 mois, 5 mois d'arriérés, comment ils vont faire? Parce que les enfants leur demander de débourser $500. Madame, ça c'est une affaire d'État. Quand Singapour aussi a donné, vous l'avez déjà posé une question s'il a des arriérés ou pas. Il y a les autres qui ont des arriérés, mais ils te bloquent $500. C'est une question de patriotisme. Alors quand je dis ça pouvait s'intensifier sur toute les terrains publics, voilà, prendre aussi en compte les assemblées provinciales, les députés, c'est un appel que moi je lance, qu'ils devraient faire pareil. Je pense que nos troupes devraient être en position, n'est-ce pas, très motivées financièrement et moralement, déterminées pour éradiquer cette histoire. Et puis aller avec des mécanismes pour, n'est-ce pas, verrouiller ceux qui sont en train de faire de manière la plus définitive afin que le Congolais se retrouve. Vous voyez, cette histoire de l'Est du pays, en tout cas, nous tient à cœur au plus haut point. C'est très important ce que les députés ont fait. Moi, je les soutiens et j'appelle aussi les autres de faire pareil. Même le peuple. Le peuple, on peut s'organiser pour dire nous allons donner aux FARDC $1, $1. Chaque Congolais doit débourser $1. 2000 francs congolais. 2000 francs. On peut nous ouvrir un compte. Nous allons donner $1, $1. Ça va aider aux Congolais et aux vaillants combattants de faire un bon travail. N'ignorez pas que nos militaires souffrent beaucoup pour l'Est du pays. Ceux qui sont au front, ils sont déterminés. Ils mettent leur vie en jeu comme ils avaient déjà fait un serment de servir le pays. Mais aujourd'hui, on a la nouvelle génération pour le changement. Pourquoi vous n'aviez pas initié cette campagne pour soutenir les FRDC? Vous savez, madame, même si la campagne, même si l'idée n'est pas sortie de moi, le coordonnateur national de la NGC, mais je peux soutenir une bonne initiative, comme ça vient de sortir de la part des députés. On peut mûrir à son niveau une initiative pour mobiliser la population, n'est-ce pas, à mettre en place un montant qui peut aider les militaires, nos troupes qui sont au front, afin, n'est-ce pas, de concrétiser ce que le chef de l'État a déjà lancé. Nous sommes là derrière le chef de l'État, derrière ces initiatives, parce que ça fait 18 ans que la République démocratique du Congo fut gérée par les militaires, qu'on a taxé les disciplinés. Je ne sais pas si ces disciplines se caractérisaient par quoi, mais les gens sont en train d'être égorgés. Les gens étaient en train, pendant 18 ans, là, vous êtes en train de parler de Joseph Kabila. Joseph Kabila, oui, qui n'a rien fait. Et nous avons hérité d'une situation sale. Comment est-ce qu'il n'a rien fait alors qu'il a quand même laissé le code minier révisé, hein, qui offre quand même à ce jour des intérêts à la RDC? Madame, le code minier, ce code minier ici, moi j'avais critiqué ensemble avec mon vieux Joven de la Kubokoso. J'avais fait une analyse critique sur mais ce code minier là. Aujourd'hui, mais le code minier révisé a commencé à produire 10% d'effet. Excusez, en 2018. Ou peut-être la province comme le Lualaba a commencé à recevoir des redevances minières. C'est en 2018. C'est récent. Mais avec ce que le chef de l'État venait de faire dans le Lualaba, au Katanga, pour appeler les Congolais à la vigilance et que cela devrait se passer. C'est ça les avancées. Mais les codes miniers par rapport à l'Est du pays, c'est très différent. Madame, messieurs, prenons le dernier dossier de la rétrospective de ce dimanche. Aéroport de la Loano, nous sommes le mercredi 12 mai 2021. Le président de la République est arrivé à Lubumbashi. Dès sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Juste après, Félix-Antoine Tshisekedi est invité à passer en revue les troupes alignées en son honneur. Accompagné d'une foule réunie pour la circonstance, le cortège présidentiel s'est ensuite dirigé vers la place de la Poste. Sur place, le chef de l'État promet de revenir dans le tout prochain jour pour la mise en place d'un projet intégrateur. Batongi et logo babengi projet intégrateur entre la Zambie et le Botswana. Basali pont pour permettre le trafic et ça les malamu bataxe et mata bakoka kotonga mboka na bango. Yangope modèle wana na kozonga lisusu na Katanga, je pense si tout va bien le mois prochain po yangope tenu pe ko sala na bandeko ya Zambie côté ya Luapula na mboka Kasenga sur la rivière Luapula to ko sala pont ya ndenge moko pour na trafic et mata ba échange et augmenter dans la pembeni ya ba port oyo ya Afrique de l'Est. Évacuer na komisa ba bien oyo et vous a commandé. Félix-Antoine Tshisekedi a également fustigé l'enrichissement illicite des exploitants des minerais dans cette partie du pays. Nazali
très sévère na ba investisseur o bazali koyaka kakozwa biloko na biso mais bazali kolinga kokomisa biso pe ba riche te. Or na likambo yo ya investissement ezalaka toujours gagnant. Yo yena mbongo na yo mais okutinga pe na ba minere na ngai. Otie mbongo na yo ngai na tie minere na ngai yo sepeli ngai na sepeli boete. Le chef de l'État dit par ailleurs revenir en 2023 auprès de la population louchoise afin de solliciter un second mandat à la tête de la RDC. Notre objectif en nous réunissant ici est de partager avec l'opinion la réalité de la situation du partenariat de Kibali Gold Mine dans laquelle Sokimo détient 10% et les deux autres associés majoritaires aujourd'hui, Barrick Gold Corporation 45% et Anglo Gold Ashanti 45% également. Au cours de cette aventure avec ses partenaires, la Sokimo sera traitée comme vache à lait, n'ayant pas accès à ses propres intérêts. À l'instar, le développement du projet Kibali Gold Mine reposera sur des gisements d'or propres à la Sokimo SA et donc aucune découverte. Toute la plus-value de la transaction est finalement encaissée par Motogold à l'extérieur de la RDC à l'insu de la Sokimo. Rien mieux. Aucune stipulation au profit des Sokimo ni de l'État pour leurs apports des gisements substantiels. Dans les négociations entre Motogold, Randgold, Anglo Gold Ashanti, ni l'État congolais, ni Sokimo ne bénéficient d'une stipulation qui va leur permettre de pouvoir aussi tirer des dividendes de la plus-value que cette transaction va générer. Mais les recommandations du Premier ministre relayées par le ministre des Mines et du Portefeuille à cet effet seront notamment le principe de paiement du pas de porte, les redevances minières à payer de la première production commerciale, la participation effective des entreprises du portefeuille de l'État dans la gestion courante des partenariats, l'incessibilité de parts sociales avant l'entrée en phase commerciale de la joint venture, sauf accord express du gouvernement, l'application du droit congolais en cas de litige, quelle que soit la juridiction saisie. Vous vous rendez compte que l'État cherche à mettre en place des mesures correctives vu les différents abus constatés, mais paradoxalement, pour ce qui concerne notre partenaire à nous, notre partenaire fait la sourde d'oreille. Kibali Gold Mine SA, un partenariat déséquilibré, la Sokimo estime qu'il faut corriger les aspects inéquitables de ces partenariats en optimisant pour tous la valeur tirée du développement des ressources. Les contrats en vue mettant en place des périodes prolongées d'exploitation commerciale à la sortie des recettes nulles pour Sokimo est inacceptable, a fait savoir Anikiti Manzouzi, la PCA de la Sokimo. Cette dernière plaide pour une mise en place d'un nouveau contrat plus équitable, durable et mutuellement avantageux. D'un temps fort, le Congo n'est pas à vendre, alerte une fois de plus sur le manque à gagner qu'enregistre la République démocratique du Congo. Ce jour, le CENPAV a rendu public une nouvelle enquête financière. Ce rapport révélait que la RDC pourrait être privée d'au moins 3,71 milliards de dollars américains suite à des contrats miniers et pétroliers conclus avec l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Et nous avons estimé ces pertes autour de 4 milliards de dollars que le Congo a perdu grâce aux transactions de Dan Gettler. Cette répartition est faite en 2 temps, c'est-à-dire sur les 20 dernières années, le Congo a perdu plus ou moins 1 milliard 950 millions et dans les 20 années à venir, on va de nouveau perdre 1 milliard 700. Ces estimations sont des estimations faibles. À en croire, le Congo n'est pas à vendre. Les revenus qui échappent à la RDC pouvaient être utilisés pour l'intérêt du peuple. Au moment où le gouvernement congolais cherche de l'argent, il y a de l'argent qui existe et cet argent que Dan Gettler a acquis frauduleusement grâce à son amitié, à ses liens avec le président Kabila et le président Yuma, cet argent, le Congo peut le récupérer aujourd'hui et ça peut servir à participer à alléger les charges de l'État et à un peu
à augmenter les recettes de l'État parce que Dan Getler, aujourd'hui, il va toucher 250 000 $ rien que dans 3 projets sur les royalties. Cette coalition insiste que les institutions de la RDC diligentent des enquêtes sur les transactions minières de Dan Getler, qui est sous sanctions américaines pour corruption présumée. Le président de la République, les premiers ministres, les ministres des Mines, les ministres des portefeuilles, a aidé d'auditer un audit administratif, d'annuler les contrats illégaux pour permettre à l'État de récupérer ses moyens. Les parlements, nous leur demandons d'instituer une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur toutes ces affaires et surtout avec les déclarations de Yuma, la société civile, y compris les médias, c'est que la corruption c'est quelque chose qui tue et qui empoisonne la vie de ces pays et que tous ensemble nous devons nous mobiliser pour combattre la corruption et dénoncer les malversations là où se trouvent. Conscient que les accusations portées sur lui sont vraies, Dan Getler a acheté la conscience de certains Congolais afin de défendre sa cause, a souligné, le Congo n'est pas à vendre. Nous l'avons contacté, il n'a pas souhaité donner des réponses. Vous aviez suivi la coalition Le Congo n'est pas à vendre, alerte la République démocratique du Congo sur des pertes que le pays pourrait enregistrer dans les jours à venir. 3,71 milliards de dollars à l'avantage de l'homme d'affaires israélien Dan Getler. Mais là où ça cloche et inquiète aussi la coalition Le Congo n'est pas à vendre, malgré ces rapports publiés, l'État congolais reste indifférent et chaque fois elle interpelle toujours le gouvernement, l'Assemblée nationale, le président de la République à diligenter des enquêtes sur les richesses de Dan Getler, mais rien n'est fait bien que le président de la République veut lutter et déterminé donc à lutter contre la corruption. Vous savez madame, je suis d'accord avec la corporation Le Congo n'est pas à vendre. Ils font le même travail qu'avec nous. Je suis content qu'ils fassent ce genre de révélations. Dans des clairs, le Congo n'est pas son pays. Le Congo est le nôtre. Mais le Congo n'exclut pas que les expatriés viennent investir ici. Mais ils peuvent venir investir ici conformément au texte de loi de notre pays. Loi qui réglemente le secteur minier ou les affaires en plus dans la du Congo. Comprenez qu'il est venu ici sous Kabila, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il est lié à Kabila, toi, on ne sait pas. Mais le Congo n'est pas à vendre, dit qu'il a été protégé par Albert Yuma. Et mais Albert Yuma, qui est-il? L'ancien président Kabila Kabange. Albert Yuma, c'est l'incarnation de la Kabylie. Lui-même, là, il est Kabila. Même Kabila lui-même, il ne pouvait pas le faire mal parce qu'il tire les intérêts là-bas. Il y a à boire et à manger, madame. Ce n'est pas seulement cette somme-là. Si les enquêtes sont diligentées, comme on a demandé la mise en place d'une commission, n'est-ce pas? Mais le silence du président inquiète face à ces multiples Non, mais les chefs de l'État ne peuvent pas seulement répondre coup sur coup. Il y a des organes compétents pour faire ça. L'IGF est là, la justice est là, le Parlement est là. Ils doivent mettre une synergie, mettre une commission composée en synergie pour aller enquêter sur... 2 ans déjà à la tête de la RDC, Félix Tshisekedi. Malgré ses rapports publiés depuis son avènement, oui, toujours pas des signaux forts. Vous savez, madame, c'est très important. Cette dénonciation, c'est très important et très urgent. Mais le chef de l'État n'a pas seulement que ça à traiter comme urgence. Il y a des urgences à l'Est, vous avez suivi. Il y avait des urgences partout. Et surtout, sous les 2 années passées que le chef de l'État a considéré comme nul. Ardochet scellé dans la casquette de défenseur. Hein. Non, pas dans la casquette des défenseurs, dans la casquette de la vérité. Alors, on a compris qu'aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, on peut mettre en place une commission composée de véritables élus, orientée dans le sens d'établir la vérité. Parce que KHFCC, c'était le Parlement de Kabila. Avec ces gens, ils devraient encore étouffer dans l'œuvre ce rapport et on ne pouvait pas. Imaginez-vous qu'on a fait des dénonciations il y a 2 ans. Au Parlement qui était là-bas, à la justice et partout là-bas, ce sont les Kabilistes qui étaient là-bas. Ils ne pouvaient même pas, donc ça ne pouvait rien représenter. Mais aujourd'hui, l'union sacrée est là. Je pense que c'est sensible, les gens ont besoin de la matière pareille. Il y a à boire, à manger, comme je vous l'ai dit. Je pense, moi j'interpelle, j'ai Marie derrière cette coopération pour demander aux élus que vous devez mettre en place une commission pour enquêter sur ces dossiers et nous prendre ces messieurs et les mettre devant la justice. C'est très important. Prendre toutes ces années que ces messieurs ont passé au Congo. Il doit remettre sur tout cet argent qu'il a détourné depuis qu'il était ici, selon les conditions contractuelles qu'il a eues avec Kabila et le niveau de protection que Kabila a fait
pour que ces messieurs puissent jouir de notre argent pendant que le Congo est en train de souffrir. Entre-temps, il est sous sanction américaine. C'est très important, madame. Vous voyez que non, c'est une affaire très sale et que ça tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui, les institutions tournent selon la volonté de l'État et que ça peut avoir satisfaction. Moi, je pense que le travail que cette corporation a fait, c'est un travail à louer, hein, mais les institutions doivent s'y impliquer maintenant. Mettre en place une commission pour répondre, pallier à cette problématique. C'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, c'est la délivrance de plusieurs entreprises minières? Vous avez suivi Sokimo, si je ne dis pas Sokimo bien sûr, qui est en train d'interpeller aussi le président de la République pour tabler sur sa situation et notamment l'entreprise demande à ce que le contrat avec Kibali Gold Mine soit révisé parce que l'entreprise n'a pas ses intérêts, ses bénéfices, l'État congolais non plus. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'ils disent voilà les intérêts du Congo n'étaient pas vraiment visibles. Dans leur contrat, il fallait le revoir à zéro pour que les conditions contractuelles soient maintenant tournées vers c'est quoi la société Sokimo. Sokimo trouve sa quote-part. Mais c'est bien beau. Tout maintenant allongé sur le plan légal. Tout dépend de leur modalité de contrat. Si réellement dans les conditions contractuelles et qu'ils avaient décidé comme tel, et s'il y avait quelque chose qui était soustrait, mais qui existe dans le contrat, et que cela n'a pas été mis en exécution, ils ont le droit de faire ça. Mais si la procédure qu'ils ont soulevée, c'est pour avoir la possibilité de rebondir autrement, parce qu'à l'époque où ce contrat a été signé, ils se retrouvaient, et ils n'ont jamais crié. Vous voyez? Alors, ce sont des trucs, ils doivent nous laisser à l'aise. Et même cette semaine d'Aram va encore nous aider à avoir clair sur ça. Pourquoi ils veulent que le contrat soit révisé? C'est pour que leurs intérêts soient garantis. Nous, les intérêts que nous avons besoin, ce sont les intérêts des Congolais. Comme le chef l'a dit, 50-50 que le Congo gagne et l'expatrié aussi gagne. Vous le savez, Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC, était depuis le samedi soir. Il a regagné donc la capitale congolaise après un long moment de tournée. D'abord une tournée africaine puis nationale. Partagez-vous le même avis avec ceux qui disent qu'il est un oiseau migrateur et que ces voyages en dehors du pays ne sont pas bénéfiques pour la République démocratique du Congo? Bon, ça n'engage que peut-être qu'ils vivent dans un autre monde où ils vivent le mal du jour le jour, mais nous sommes au Congo, nous vivons un Tshisekedi en train de développer le Congo, en train de mettre en place une série de réformes institutionnelles. Développer le Congo alors que la misère bat son plein. Mais la misère, ça ne peut pas disparaître par un coup de bateau magique, madame. C'est un pas processus. Des signaux forts du côté social. Non, non, du côté social, pas des signaux forts. Bien sûr, vous avez vu qu'on a passé tout un temps. C'est un processus. On ne peut pas combattre un système avec des petites actions. Dire que voilà, on va distribuer. Non, non, si tu me donnes un poisson, j'en mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai jamais faim. Alors, avec cette logique, le chef de l'État va d'abord vous donner des animateurs qui sont capables de partager les mêmes points de vue que vous. Des animateurs qui connaissent vos problèmes, les identifier pour prévoir des solutions capables afin que le Congolais se retrouve. Et c'est une question de temps. Vous comprenez? Donc le chef d'État, moi je suis d'accord, mais tous ces gens-là, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent, nous sommes en démocratie, parce que sous Kabila, ils ne pouvaient pas dire tout ce qu'ils disent là. Mais je dis qu'avec Félix Tshisekedi, ça inspire confiance. Je pense que ça ne peut pas tout se faire d'un coup, mais c'est déjà significatif. Ce qu'il est en train de faire inspire confiance, et les Congolais sont en train de voir comment est-ce que le président public se met à l'œuvre. À Lubumbashi, Félix Antoine Tshisekedi a traité les autres Louchois qui ne partagent pas la même vision que lui des sorciers. Est-ce qu'en tant que garant de la nation, il devrait avoir ce discours-là? Est-ce qu'il devrait vraiment utiliser ces mots-là? Est-ce que la sorcellerie, c'est une insulte? C'est pas une insulte. La sorcellerie, c'est un état d'esprit. C'est une discipline qui sert à faire le mal, un point en train. Alors quand on dit ce sont des sorciers, quelque part, il faut comprendre qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui rêve que le mal. Que c'est quelqu'un qui veut le mal pour les autres. Alors quand on dit tu es un sorcier politique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut que seulement tes intérêts, que les intérêts du peuple. Quand tu sais qu'il dit c'est une catégorie de personnes sorciers, donc vous êtes frappé par la sorcellerie dans la mesure où vous êtes au poste de commandement, vous ne voulez pas servir les institutions, mais vous voulez servir vos intérêts. C'est ça la sorcellerie, madame. Qu'on dise vous êtes chrétien, vous êtes ange, pendant que vous êtes en train de voler. Non, c'est différent. Donc moi je veux dire ce qu'ils disent, un homme d'État, c'est un bon homme d'État avec toutes les qualités possibles. Acceptez que tout le monde n'est pas appelé à devenir président de la République. Quand quelqu'un est président de la République, acceptez de soutenir le président parce que c'est pour votre bien. Tshisekedi ne veut pas asphalter les routes pour lui. Il ne veut pas en train de revoir tout ce contrat qui était mal signé par la Kabylie pour ses intérêts. C'est pour les intérêts. Il a dit 50-50. Vous construisez les universités chez vous. Nous aussi, nous construisons ici. Nous l'avions vu à Kolwezi, accueilli par la population et le gouverneur intérimaire
avec sa population. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi est allé pour entériner le pouvoir de Fifi Masuka? Non. Félix Tshisekedi est parti pour visiter la population du Lualaba, c'est pour la première fois. Et c'est la province où la légitimité du chef de l'État était en train d'être, n'est-ce pas, étouffée. La légitimité du chef de l'État était en péril. Parce que le chef de l'État fonde son pouvoir sur 3 éléments, 3 attributs. Nous avons la légitimité sociopolitique, nous avons l'exclusivité et la légalité. Alors la légitimité, c'est un élément très fort qui soutient le pouvoir d'un président de la République. Aujourd'hui, avec Fifi Masuka Saini, aujourd'hui gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, vous avez vu que l'histoire s'écrit autrement. Que la légitimité du chef de l'État dans le Lualaba se confirme par le fait que la campagne d'évangélisation que Fifi a faite a produit des effets très positifs. Dans peu de temps, dans 4 mois. Et le retour du titulaire Richard Muyej va de plus en plus le cadet de soucis. Non. La population désapprouve déjà Muyej. Ça fait longtemps que Muyej a menti, il a détourné. Nous avons baigné dans le mensonge. Il a quand même fait de grandes réalisations dans cette partie de la RDC. Il n'y a jamais eu de grandes réalisations. Et qu'est-ce que vous lui reprochez aujourd'hui? Nous lui reprochons les détournements, les mensonges, le manque du respect au président de la République et les sabotages. Vous comprenez? Et puis ça, le sabotage, c'est vrai, il a dit que le chef de l'État, lui ne peut pas devenir membre de l'Union sacrée, il a 66 ans de mère kabbyliste. Un gouverneur ne peut pas dire ça. 2, il a dit que Tshisekedi c'était immature, il sort de la maison de son père, il n'a pas la maîtrise, il n'a pas l'expérience. Et après un moment, il va dire non, Kabila c'est la personne la plus sacrée. Il ne se borne pas là-bas, madame. Il va détourner l'argent à la province redevable de 83 millions de dollars, dont 26 millions alloués à un projet agricole. La province a récolté que 110 000 dollars. Le reste des maïs bloqués par M. Ibrahim. Vous allez dire que quelqu'un pareil doit rentrer dans la province, 3 ouvrages, 2 ouvrages achevés, l'autre vient d'être inauguré par le chef de l'État avec les pulsions de Fifi Masuka Saini. Alors on va dire que quelqu'un pareil rentre avec toute idée de la Kabylie, une idée machiavélique, c'est lui de détourner le chef de l'État, détourner sa vision, ensemble avec son type de Zoé Kabila, qu'on a des yeux pas pour incompétence. Avec des gens pareils, le Congo devrait se tenir debout? Non. Muyej avec Zoé ne sont pas congolais que moi, que toi, que les autres qui nous regardent. Tous nous sommes congolais, nous avons besoin de notre pays. Qu'on laisse Tshisekedi faire le travail. C'est pas un acharnement. C'est pas un acharnement du gouverneur. On va s'acharner contre Muyej parce qu'il va nous donner quoi? Il va nous distribuer l'argent à manger? Non, je pense pas. Donc le pays a besoin de se tenir debout avec des personnes qui voient des choses selon la vision du chef de l'État, madame. Une dernière question, vous avez suivi le président qui a parlé de 50-50%, une décision appréciée aujourd'hui par les États-Unis. Pourquoi lorsque les États-Unis apprécient, les gens ne parlent pas? Mais si la Chine apprécie, ça devrait être autre chose. Donc c'est bien. Si les États-Unis apprécient dans le bon, oui. Mais si les États-Unis apprécient aussi dans le mal, je ne sais pas, mais moi je trouve que c'est bien, son appréciation. Nous avons besoin des gens qui viennent signer des contrats pour que le Congo se retrouve. Et eux aussi se retrouvent. Et une chose, je voudrais demander au chef de l'État, il faut que ces gens viennent mettre les raffineries ici au Congo. C'est très bénéfique que prendre la matière brute, aller la traiter ailleurs. Je ne trouve pas que c'est un avantage pour le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la dernière question d'ailleurs, en un mot, après les révélations de Albert Yuma, peut-on espérer en la révolution minière pour le bien-être des Congolais? Mais les chefs de l'État l'ont déjà dit. Est-ce que c'est une assurance? Ce ne sont pas seulement des paroles, des propos, ce sont des assurances. Ce sont des assurances, madame. Le secteur minier, c'est primordial. Ah, vous voyez, le chef de l'État l'a déjà dit. Tout ce qui reste, c'est la mise en œuvre. Avec les révélations d'Albert Yuma. Mais les révélations d'Albert Yuma, c'est à prendre au sérieux. Mais lui, Albert Yuma, nous n'avons pas besoin de lui parce qu'il fait partie de cette corporation de gens qui ont détruit ce pays sur le secteur minier. Je pense que le chef de l'État l'a dit. Il est mieux informé que nous. Il connaît tout. Alors moi, je pense que c'est la démarche qu'il est en train de faire pour restaurer, n'est-ce pas, assainir le secteur minier et surtout en ce qui concerne les signatures de contrats, c'est très important. 50-50, je pense que les Congolais vont construire des maisons, vont construire des hôtels, ils vont construire des écoles, ils vont développer le pays. Ce serait très important pour aussi absorber le niveau de chômage au Congo. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro Info 7 qui a eu le plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous avez un mot à dire à la population? Je suis très content pour passer sur Info 7. Très intéressant parce que c'est une émission qui est suivie par beaucoup d'autorités qui doivent prendre nos analyses et qui sont soumis à leur intime conviction. Ça peut aussi aider parce que le Congo a besoin, n'est-ce pas, de se tenir debout. Je pense que je suis très satisfait de passer ici aujourd'hui. Merci à vous, madame, messieurs, pour votre fidélité à votre magazine Info 7. Vous informer, c'est bien notre mission. Restez fidèles à Congo Web Télévision. Au revoir. On se retrouve à la prochaine.